Le Phèdre de Platon. Suite. Mais, mon cher Phèdre, ne te semble-t-il pas comme à moi que quelque dieu me souffle l'inspiration? Phèdre. En effet, Socrate, tes paroles coulent avec une facilité inusitée. Socrate. Silence donc et prête l'oreille, car véritablement ce lieu a quelque chose de divin, et si au cours de mon discours les nymphes m'inspiraient le délire, n'en sois pas étonné, maintenant déjà j'approche du ton du dithyrambe. Phèdre. C'est bien vrai. Socrate. C'est toi pourtant qui en es cause. Mais écoute le reste. Car l'inspiration pourrait bien s'en aller, c'est l'affaire du Dieu. Pour nous, reprenons notre discours à l'enfant. Ainsi, mon très cher, nous avons déterminé et défini l'objet dont nous avons à discuter. Poursuivons sans perdre de vue notre définition et voyons quel avantage ou désavantage on peut vraisemblablement attendre de ces complaisances, soit pour un amant, soit pour un poursuivant sans amour. Celui qui est livré à la passion et asservi à la volupté cherchera nécessairement à tirer de celui qu'il aime tout le plaisir possible. Or, un esprit malade trouve son plaisir dans la soumission qu'on a pour lui. Il se choque de ce qui lui est supérieur ou égal. Ainsi, un amant ne se résignera pas à trouver en son ami un supérieur ou un égal, il travaillera sans cesse à le rabaisser au-dessous de lui. Or, l'ignorant est au-dessous du savant, le lâche au-dessous du brave, l'homme qui ne sait pas parler au-dessous de l'homme éloquent, le lourdeau au-dessous de l'esprit pénétrant. Parmi tant de défauts, et d'autres encore qui se forment ou sont innés dans l'âme de son ami, fatalement, l'amant se réjouira des uns et fera naître les autres, sous peine d'être privé de son plaisir du moment. Il n'échappera pas non plus à la jalousie, et il interdira à son ami beaucoup de relations utiles qui pourraient faire de lui un homme dans le sens le plus élevé du mot. Et il lui causera ainsi un grand préjudice, surtout en le privant de ce qui le rendrait tout à fait sage. Je veux dire la divine philosophie. L'amant l'en détournera nécessairement dans la crainte de s'attirer ses dédains. Enfin, il emploiera tous les moyens pour que son ami reste dans une complète ignorance et n'ait Dieu que pour son amant, et quand l'ami sera au gré de son amant, il lui plaira sans doute beaucoup, mais il se sera fait à lui-même un tort considérable. Ainsi, au point de vue intellectuel, l'amant est un tuteur et un compagnon tout à fait nuisible. Au physique, quelle complexion l'amant cherchera-t-il et quels soins prendra-t-il de celui qu'il possède, lui que la passion contraint à sacrifier le bien au plaisir? C'est ce qu'il faut examiner maintenant. On le verra rechercher un garçon mou et sans muscles, élevé non en plein soleil mais dans une ombre épaisse, étranger aux mâles fatigues et aux sueurs du travail, accoutumé à un régime délicat et efféminé, paré de couleurs et d'ornements empruntés, faute de beauté naturelle, enfin montrant en tous ses goûts la même mollesse. Tout cela saute aux yeux et ce n'est pas la peine d'insister davantage. Bornons-nous, avant de passer à d'autres considérations, à marquer ce trait général qu'à la guerre et dans toutes les occasions périlleuses, un homme si délicat inspire de l'audace aux ennemis, des craintes à ses amis et à ses amants eux-mêmes. Cela est tellement évident que je n'en parlerai pas davantage. Il nous reste à montrer maintenant si la société et l'influence d'un amant sont profitables ou nuisibles à la fortune de l'aimé. Or il est clair pour tout le monde et pour l'amant tout le premier qu'il désirerait avant tout voir son ami privé de ce qu'il a de plus cher, de plus affectionné, de plus sacré.
Il souhaiterait le voir privé de père, de mère, de parents et d'amis, car il les tient pour des gêneurs et des censeurs de son doux commerce. Si le jeune homme est riche en argent ou en autres biens, il n'est plus pour l'amant si facile à séduire, ni séduit si facile à manier. De là, il faut conclure que l'amant est jaloux de la richesse de celui qu'il aime et qu'il se réjouit de sa ruine. Il souhaite même que son ami reste sans femme, sans enfant, sans foyer le plus longtemps possible, pour jouir le plus longtemps possible de son égoïste plaisir. L'homme est sujet à bien des maux, mais un Dieu a mêlé à la plupart une douceur momentanée. Ainsi le flatteur est une bête terrible et un grand fléau. Mais la nature lui a prêté un agrément assez délicat. On réprouve comme funeste le commerce des courtisanes, et il y a beaucoup d'autres créatures et de pratiques pareilles qui procurent au moins pour un jour un vif plaisir. L'amant, au contraire, n'est pas seulement nuisible, il est encore insupportable à son ami par sa présence continuelle. L'amant, au contraire, n'est pas seulement nuisible, il est encore insupportable à son ami par sa présence continuelle, car, comme le dit le vieux proverbe, on ne se plaît qu'avec ceux de son âge. En effet, quand on est du même âge, on est porté au même plaisir, et la conformité des goûts produit l'amitié. Et pourtant, cette amitié même est sujette au dégoût. D'autre part, la contrainte qui est toujours et pour tous, dit-on, un joug pesant, l'est partout pour le jeune garçon, d'autant qu'elle s'ajoute à la différence d'âge. Car la compagnie du jeune garçon attire à tel point l'amant déjà mûr qu'il ne voudrait le quitter ni jour ni nuit. Sous l'aiguillon d'une passion irrésistible, il poursuit le plaisir toujours nouveau de voir, d'entendre, de toucher, de connaître par tous les sens l'objet aimé, et c'est avec délice qu'il s'attache à ses pas pour le servir. Mais quels encouragements, quel plaisir pourra-t-il donner pour empêcher d'en venir au comble du dégoût à l'ami qui subit sa présence assidue, qui a sous les yeux une figure vieillie et déflorée, et toutes les laideurs qui suivent l'âge, laideurs dont la simple mention est rebutante, et à plus forte raison de contact effectif auquel il est sans cesse contraint, qui sent qu'on observe jalousement toutes ses démarches et tous ses entretiens, qui s'entend faire tantôt des compliments hors de propos et hors de mesure, et tantôt des reproches qui sont insoutenables, quand son amant est à jeun, et qui ne sont plus seulement insoutenables, mais infamants lorsqu'il est ivre, et que sa franchise ne connaît plus ni borne ni mesure. Nuisible et importun quand il aime, l'amant, dès qu'il n'aime plus, devient infidèle aux promesses qu'il prodiguait pour l'avenir à grand renfort de sermons et de prières. Car il ne maintenait le fastidieux commerce qu'il avait alors avec le jeune garçon qu'à grand-peine, et par l'appât des biens qu'il faisait espérer. Maintenant qu'il faut s'acquitter, il a changé de maître et de chef. Il obéit à la raison et à la sagesse, et non plus à l'amour et à la folie. Il est devenu tout autre à l'insu de son bien-aimé. Dès lors, l'un exige le prix de ses complaisances passées et rappelle à son amant ses démarches et ses paroles comme s'il parlait au même homme. L'autre, confus, n'ose pas avouer qu'il a changé et ne sait comment tenir les serments et les promesses qu'il a faits sous l'empire de sa folie d'autrefois. Car il a recouvré la raison. Il est devenu sage, et il ne voudrait pas, en retombant dans ses errements, ressembler à l'homme qu'il a été et redevenir ce qu'il était autrefois. En conséquence, il devient transfuge, et contraint de frustrer celui qu'il a aimé jadis, parce que l'écaille est retournée, de poursuivant il devient fuyard. Le bien-aimé se voit forcé de le poursuivre. Il s'indigne, il atteste les dieux parce qu'il n'a rien su dès le début. Il n'a pas su qu'il ne fallait jamais accorder ses faveurs à un homme épris et par là même insensé, mais plutôt à un homme sans amour et maître de sa raison. Qu'autrement, il s'abandonnait forcément à un homme sans foi, chagrin, jaloux, déplaisant, nuisible à sa fortune, nuisible à sa santé, nuisible surtout au perfectionnement de son âme, laquelle est véritablement et sera toujours la chose du monde la plus sérieuse aux yeux des hommes et des dieux. Il faut, mon enfant, méditer ces vérités et savoir que l'amant,
loin de lui vouloir du bien, aime l'enfant comme un plat dont il veut se rassasier, et que les amants aiment l'enfant comme les loups aiment l'agneau. Voilà ce que j'avais à dire, Phèdre, tu ne m'entendras pas dire un mot de plus, mon discours est fini.